Sud Radio, Le grand référendum, 11h midi. Philippe David. Avant de vous présenter le sujet de ce grand référendum, j'aimerais vous dire qu'on va vous offrir des cadeaux car nous sommes hyper sympas sur Sud Radio. Vous allez pouvoir gagner une semaine, un beau séjour d'une semaine cette nuit dans un logement confort pour 4 personnes dans l'un des 58 clubs le Bel-en-Bras situé dans les plus beaux endroits à la mer, campagne et à la montagne en France. Ce sera donc avant midi, donc restez bien avec nous, restez bien à l'écoute du grand référendum qui commence donc tout de suite avec Philippe David et ses invités. Voici la question, parce que c'est le principe, une question, vos réponses. François Fillon à la messe, un candidat à la présidentielle doit-il afficher son appartenance religieuse? Vous nous le dites au 0826 300 300 et évidemment sur sudradio.fr, consultation en ligne, vous donnez votre voix, vous dites oui ou non et vous laissez vos commentaires. Philippe David et ses invités jusqu'à midi. Depuis le début de la campagne électorale, et c'est une des rares exceptions dans l'histoire de la Ve République, un candidat affiche clairement ses convictions religieuses. François Fillon se revendique en effet clairement catholique et il a d'ailleurs assisté à la messe hier à Saint-Denis de la Réunion. Ce type de comportement est-il compatible avec la laïcité, qui veut que les convictions religieuses ne relèvent que de la sphère privée? Assiste-t-on à un retour du religieux dans la politique française? Fillon à la messe à la Réunion, un candidat doit-il afficher son appartenance religieuse? C'est la question du grand référendum ce matin sur Sud Radio de 11h à midi. Face à moi, Daniel Keller, membre du conseil, enfin avec moi, je suis plus dans seul contre tous là, membre du conseil économique, social et environnemental, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Virginie Tellen, déléguée générale, que vous connaissez également, je vais le dire sous le nom de Frigide Barjot, déléguée des générales de l'avenir pour tous, auteur du livre L'humain plus fort que le marché, publié chez Salvatore, bonjour. Bonjour, merci cher Philippe. Bienvenue Nous sur nous retrouvons sur le sujet Oui, que vous affectionnez, la laïcité. Oui, on avait même débattu presque un an l'un contre l'autre. Vous vous en rappelez au micro de Sud Radio d'ailleurs. Alors, galanterie oblige, Daniel Keller, vous permettez qu'on commence avec Virginie Tellen. Virginie Tellen, Oui. Fillon qui se revendique du catholicisme, ça fait longtemps qu'un candidat à la présidentielle ne s'est pas revendiqué ainsi, excepté Christine Boutin il y a quelque temps. Alors écoutez, je crois qu'on n'a pas la même lecture des candidats ou même des présidents. Que je sache, le général de Gaulle Oh, était... Oui, le général de Gaulle il y a longtemps. Écoutez, excusez-moi, on est encore sous la Ve République, peut-être pour peu de temps, mais voilà, le général de Gaulle, Georges Pompidou, que je sache, même François Mitterrand, bon, certes non catholique, il a quand même fait toutes ces écoles chez les... Et il a été enterré à l'église. Chez les pères maristes. Oui, Chez les pères maristes, exactement. Rue de Vaugirard. Rue de Vaugirard. Et enfin, je reprends et Nicolas Sarkozy qui a fait le grand discours du Latran une fois qu'il était élu. Le seul effectivement qui a refusé, je crois même, d'aller honorer sa charge de chanoine au Latran, c'est François Hollande. Donc aujourd'hui, qu'un successeur j'allais dire, du gaullisme chrétien français et candidat en tant que tel aille à la messe de façon privée, alors qu'il n'est que candidat, il n'est pas encore président, et j'espère qu'il le sera, bien évidemment, eh bien... On sait pour qui vous votez maintenant. Vous avez lancé une pétition, Fillon tient bon. Je ne l'ai pas dit, mais disons-le clairement, qui fait bientôt 30 000 signataires tout de même. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que il va en candidat privé, enfin un candidat certes à l'élection, il va à la messe, ça tombe un jour où il y a un évangile particulièrement intéressant effectivement, mais par ailleurs, personne n'en dirait rien s'il n'y avait pas autant de journalistes assez basques. Et c'est même cocasse de voir qu'aujourd'hui ce sont des journalistes qui reprochent la laïcité, qui ont la bouche pleine de l'évangile du jour de dimanche pour lui dire qu'il ne faisait pas bien les choses. Permettez-moi de vous dire une chose, qu'en général, quand on est candidat à la présidentielle, on a les journalistes assez basques, soit dit en passant. Particulièrement en ce moment depuis 3 semaines. Daniel Keller, je rappelle que vous êtes président de l'association des anciens élèves de l'ENA, membre du conseil économique, social et environnemental. Fillon qui se revendique du catholicisme, ça fait longtemps qu'un candidat à la présidentielle ne s'est pas positionné ainsi, non ? Peut-être, mais la laïcité... Il y avait Christine Boutin qui avait été candidate, mais elle... Oui, peut-être, mais la laïcité, ça n'est pas la police des convictions. Je crois qu'il y a un contresens dans l'approche du problème tel que vous le proposez. La laïcité, c'est d'abord un principe d'organisation de la République. Et c'est ça qui est en cause. Et ce principe d'organisation de la République, évidemment, est totalement indépendant des convictions et de la foi de chacun. Je crois qu'il faut savoir là-dessus raison garder. Alors, il y a quand même une chose qui me paraît importante. On a beaucoup parlé des primaires ces derniers temps en parlant d'américanisation de la politique française. Est-ce que le fait qu'un candidat
parle ouvertement de ses convictions religieuses, c'est pas une nouvelle preuve de l'américanisation de la politique française, parce que vous voyez les débats des candidats à la présidence des candidats, je vais y arriver, à la présidentielle aux États-Unis, ça se termine toujours par God bless you all, Dieu vous bénisse tous, in God we trust, en Dieu nous avons confiance. C'est pas une américanisation de la politique française, Virginie Mais Tellen? c'est parce que vous êtes, on est dans l'actualité. Le président de la le président américain vient d'être élu, donc vous en avez plein les esprits et la tête. Et puis en même temps, effectivement. C'est un candidat, c'est un président qui a été élu, il faut pas l'oublier, très soutenu par les chrétiens, les lobbies chrétiens, anti-IVG, etc. Bien, maintenant, aujourd'hui en France, il s'avère que le débat de fond de la présidentielle, effectivement, porte sur la place des religions dans la société. Ce qui est nouveau, ça. Mais bien sûr, mais vous voyez bien que c'est pas un truc qui est sorti comme ça du chapeau. C'est une évolution aujourd'hui de la civilisation occidentale. C'est une évolution aussi qui est due au fait de la forte présence aujourd'hui des musulmans, de la religion musulmane en France. C'est aussi, et ça je suis bien placé pour vous le dire, aussi une résurgence des chrétiens qui se sont réveillés en 2013 face au changement ontologique de la naissance de l'être humain, avec le changement le mariage pour tous. Oui, qui est inclus dans ce changement institutionnel du mariage, qui porte évidemment le changement de la naissance de l'être humain et de sa parenté et de comment on constitue une famille. Tout ça, ce sont des débats de société. Eh bien, aujourd'hui, les religions nous interpellent par rapport à ça. Et ce débat est porté par François Fillon. C'est vrai, il le dit. Il est d'ailleurs le seul aujourd'hui, sur le fond de son programme, à revenir sur la tradition de la filiation humaine entre l'homme et la femme. Daniel Keller, est-ce que c'est pas un nouveau symptôme, j'ai parlé des primaires, mais ce retour du religieux dans la vie politique, d'américanisation de la société? Aux États-Unis, je vais prendre un exemple. Vous êtes remonté au général de Gaulle, Virginie, je vais remonter à Kennedy. Les catholiques avaient massivement voté pour Kennedy parce que ça s'appelle le communautarisme et que Kennedy était le candidat des catholiques américains. Oui. Catholiques alors d'origine irlandaise. Là maintenant, c'est les chrétiens qui ont voté pour Trump. Oui. Mais les évangéliques, par exemple, vous voyez. Mais même les musulmans peuvent s'y retrouver dans les valeurs portées par le christianisme. Daniel Keller, américanisation de la vie politique, vous êtes d'accord ou pas ? Américanisation, je ne le sais pas. Si l'on prend les deux exemples que sont la France et les États-Unis, ce sont deux républiques. Mais aux États-Unis, le président prête serment sur la Bible, alors que ce n'est pas le cas en France. Ce qui d'ailleurs doit nous rappeler en quoi le modèle républicain français reste quelque chose d'exceptionnel dans tous les sens du terme, et quelque chose que nous devons veiller à protéger et bien entendu à promouvoir. Donc ensuite, peut-on dire qu'il y a effectivement une américanisation de la société française ? Ça, je vous laisserai le soin de le dire, parce que ça mériterait une analyse plus profonde. Mais ce qui est certain... Comme vous êtes un fin connaisseur, c'est pour ça que je vous pose la question, comme je l'ai posée à Virginie Tellen. On vit en tout cas une période de grande inquiétude, de grande angoisse, de crise de sens, certains diraient même de crise de spiritualité. Tous ces phénomènes traversent nos sociétés. Et bien entendu, dans ces circonstances-là, la religion peut paraître comme une sorte de bouée de sauvetage. Et je crois que le rôle, effectivement, des hommes politiques français, c'est de rappeler en quoi la République peut être justement la meilleure des solutions pour éviter que les sociétés ne se fracassent sur le conflit des religions. Parce que, en règle générale, quand les religions reprennent la parole, très souvent, c'est sur un mode qu'on pourrait dire un peu agonistique. Et je crois qu'il faut y veiller. Et la République, ce qu'est agonistique. Agonistique, oui. Vous pouvez expliquer ? Sur le mode du conflit ou du combat. Oui. D'accord. Voilà. Conflictuel. Et je pense que la République avait réussi justement à pacifier ces enjeux-là, et je crois que c'est vraiment un acquis que nous devons préserver. Alors, Madame Marjot soulignait l'exemple du général de Gaulle, qui était effectivement un chrétien, un catholique convaincu, un homme de grande foi, mais je rappelle aussi que pratiquant, mais le même général de Gaulle, lorsqu'il était en fonction de président de la République, dans les offices religieux, ne communiait pas. Parce que dans cet instant-là, ce n'était pas l'homme privé qui était présent, c'était le président de la République. Et d'une certaine façon,
un président de la République est habité par 2 corps. Il y a le corps privé et le corps public. Et M. Fillon, s'il était élu président de la République, eh bien, devrait, à sa façon, revêtir ses habits et, bien entendu, là aussi, se conformer à cette dualité qui me semble essentielle pour l'exercice de cette fonction. Virginie, je suis d'accord avec ce que dit Monsieur Keller. La personne publique investie du suffrage universel, effectivement, devient le président de tous les Français. Donc non pas, et aujourd'hui la société française est multiple, même si on en reparlera sans doute, ces valeurs, de mon point de vue, restent profondément chrétiennes et universelles. Mais pour autant, justement, dans la valeur chrétienne, il y a l'acceptation des autres. Et donc, le président devient un homme public qui représente toute la nation. Pour autant, un candidat n'est pas encore cet homme public. Il est en compétition. Et dans sa compétition, il se retrouve, il parle à des parties de l'opinion, dont je pense qu'elle est aujourd'hui très majoritaire, celle qui dit qu'on a besoin à nouveau de retrouver des valeurs spirituelles et de retrouver un sens à notre bien commun, à notre vie publique. Voilà. Et d'autres, d'ailleurs, des candidats qui sont aujourd'hui en campagne ne font pas exception d'aller auprès des communautés pour tenter évidemment de désamorcer le conflit. C'est bien tout ce qu'on recherche aujourd'hui, mais je pense à Monsieur Hamon qui parle des musulmans avec une très grande bienveillance, jusqu'à dire que la religion musulmane n'est pas en conflit avec la République et tout à fait logique dans la loi républicaine. Quand même pose un petit peu on peut en discuter. Par ailleurs, Monsieur Macron aujourd'hui est un candidat qui clairement fait un appel du pied au code chrétien. Outre le fait qu'il s'appelle Emmanuel, ça c'est pas, il l'a pas choisi bien évidemment. Qu'il est allé au Puy du Fou. Mais voilà, regardez ce qu'il fait. À Orléans, vanter la pucelle à Jeanne d'Arc. Il est allé au Puy du Fou avec Philippe de Villiers de façon ostentatoire, on peut pas dire. Et puis surtout, il a des postures christiques, il le dit lui-même. Il rassemble les fous. Mais excusez-moi, mais je l'ai vu. Il écarte les bras comme le Christ à la fin de ses meetings. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Alors, je ne sais pas s'il le fait naturellement ou si ce sont ses conseillers en com qui lui ont conseillé. Écoutez, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais enfin, en tout cas, clairement, personne aujourd'hui ne peut nier le fait que les référents chrétiens sont importants aujourd'hui en France, et il y a un retour aux racines chrétiennes quand même dans ce pays. Daniel Keller, vous avez entendu Virginie Tellen qui parle de Hamon vis-à-vis de la communauté musulmane, de l'aspect christique, ce qui n'est pas faux d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Le rôle du politique, c'est de savoir transcender les appartenances communautaires. Moi, je croyais que c'était de gagner les élections. C'est la même chose. Oui, accessoirement. Si vous voulez gouverner, et plutôt largement. Il vaut mieux le bureau de vote que la baïonnette des fusils. Oui. C'est évident. Bon, mais encore une fois, je crois que le rôle du politique, c'est de savoir transcender les appartenances communautaires. Malheureusement, la France aujourd'hui est dans une situation délicate et on voit bien qu'il y a une sorte de manière de courtiser les communautés quelles qu'elles soient, parce que ce n'est que le revers de l'impuissance publique. C'est le revers des échecs de la République. C'est essentiellement comme ça qu'il faut le comprendre. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin d'un ressaisissement. Et ce n'est pas en allant à la pêche aux communautés que l'on va, d'une certaine façon, refaire la société républicaine à laquelle nous appartenons. Mais est-ce que vous diriez que Benoît Hamon, il va faire la pêche aux communautés ? Non, je ne fais de procès d'intention à personne. Je dis simplement, prenons garde. Prenons garde, encore une fois, de ne pas abîmer la République dans une sorte de mosaïque communautaire. C'est tout. Ça vaut pour un candidat, quel qu'il soit, de gauche comme de droite. Alors, je vais vous poser une question, Virginie Tellen. Vous avez débordé sur Hamon et Macron. En France... Maintenant, on parlait des candidats à la présidentielle. On va revenir sur Fillon, mais on va faire un large tour d'horizon, notamment sur la laïcité. Oui. En France, on n'est pas dans ce paradigme où on affirme ses convictions religieuses. D'habitude, théoriquement, la religion, ça fait partie de la sphère privée. C'est bien ce que veut la loi sur la laïcité. Mais ça, c'est votre dada. Ben non, mais c'est de la moralité, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi de 1905. Mais écoutez, sauf qu'aujourd'hui nous vivons dans un univers public où, regarde, en face de moi il y a un écran de télévision, donc où les médias renvoient en permanence ce qui se passe dans la sphère publique, et dans la sphère publique, aujourd'hui on voit la religion partout. Nous la voyons partout. Nous la voyons justement parce que nos amis musulmans ont un code vestimentaire tout à fait repérable.
nous avons... Comment ? Toutes les femmes musulmanes ne sont pas voilées. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on c'est repérable, c'est visible, ainsi que je pense à nos amis juifs aussi. Certains se portent la kippa, le shreimel, etc., mais pas tous non plus. Non, mais je dis pas que tout. Attendez, ce que je dis, c'est pas tout le monde. Je dis c'est visible. C'est visible. L'affaire des signes ostentatoires. C'est ostentatoire. C'est ostentatoire depuis 2003, depuis que des jeunes filles musulmanes sont rentrées dans l'école et refusaient d'enlever leur voile. Ah, c'était en 89, ça, le premier cas. Oui, mais la loi date 2004. Voilà. Et après, la loi d'interdiction de la burqa, c'est 2010. Voilà. Eh bien, vous voyez bien que c'est parce qu'il y a des signes visibles et qu'on ne peut pas les supprimer, qu'aujourd'hui, aussi avec la liberté d'expression qui est garantie par la laïcité, la loi de laïcité, elle dit quand même que tout le monde, elle respecte justement cette liberté religieuse du moment qu'elle n'empiète pas sur sa neutralité. C'est ça la réalité. Mais voyez qu'on vit en plein dedans. Qu'est-ce que c'est qu'un attentat islamiste à votre avis, cher ami ? Si c'est pas une exagération de la religion, mais qui fait émerger une déviation de la religion dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes endeuillés et nous, heureusement, la joie et la fête ont repris le dessus hier à Nice au carnaval. Mais sachez que pour le reste, on est aujourd'hui confrontés à une mauvaise appréhension de la religion. Pourquoi ? Parce que notre monde est en pleine mutation. Parce que l'être humain est en pleine mutation, parce que l'Organisation des Nations est en pleine mutation, parce que l'ordre mondial du commerce, d'Internet, des communications sont en train de faire exploser les modèles, et nous le savons bien, les candidats d'ailleurs eux-mêmes le soulèvent, qu'il faut appréhender l'avenir qui est devant nous et qui nous dépasse avec les technologies, les moyens de communication, avec tout. Et que la nature humaine, elle est aussi de se raccrocher à son origine, à ce qu'elle est, à sa foi, sa croyance, à son identité. Et il y a ce grand conflit aujourd'hui. Il faut bien arriver à en sortir d'une façon pacifiée. Daniel Keller, est-ce que la religion, c'est la loi de 1905, ça reste dans la sphère privée. Est-ce que François Fillon est encore dans ce cadre quand il va à la messe, qui communie avec évidemment force journalistes présents dans l'église ? Il a déjà été répondu à cette question. Il ne faut pas faire de procès d'intention à chacun des candidats et il faut les juger sur les faits. Et au cas d'espèce, puisque vous parlez François Fillon, il a à ses côtés un homme politique qui, en tout cas, soutient une conception de la laïcité dans laquelle je me reconnais, c'est François Baroin. Donc si jamais François Fillon a quelques hésitations sur le sujet, il pourra consulter celui qui est à ses côtés dans le moment présent. Non, je crois en revanche, pour répondre à l'argumentaire qui vient d'être développé, que nous avons vécu tout au long du XXe siècle, ce que l'on pourrait appeler un grand mouvement de sécularisation de la société. C'est-à-dire une sécularisation dans laquelle la religion devenait effectivement une affaire de foi personnelle, de conviction intime, et donc se repliait dans la sphère privée. Bon, je crois que ça c'est quelque chose d'important. Est-ce que c'est remis en cause aujourd'hui à travers toutes les effervescences religieuses que l'on constate ? Moi, je ne le pense pas sur la longue durée. Mais il n'empêche que nous vivons un moment de tension parce que effectivement, il y a aussi le terrorisme devant lequel nous devons réagir et tout cela évidemment suscite de très nombreuses angoisses. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce que la France doit savoir faire, notamment en raison du fait que nous avons une population de confession musulmane importante, et ça je crois qu'on doit savoir en tenir compte, c'est réactiver le modèle d'intégration républicain qui ne fonctionne plus. C'est redonner toute sa place à la méritocratie républicaine. C'est éviter que les jeunes des banlieues se sentent abandonnés et d'une certaine façon livrés à eux-mêmes. Je crois que là, il y a un plan Marshall à mettre en place pour effectivement retisser ce lien social, retisser cette confiance dans la société que nous incarnons. Et si on n'y arrive pas, nous irons vers des crises toujours plus fortes et plus violentes. Voilà. C'est le grand référendum que vous écoutez jusqu'à midi en direct sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités. Voici la question de ce jour. François Fillon, à la messe, un candidat à la présidentielle doit-il afficher son appartenance religieuse ? Vous nous le dites au 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Sud Radio. Le grand référendum, 11h midi.
Philippe David. Merci de nous rejoindre et de rester avec nous, surtout en direct sur Sud Radio, le grand référendum, avec cette question que l'on vous pose, car chaque jour une question, 1 heure pour y répondre. François Fillon à la messe, un candidat à la présidentielle, doit-il afficher son appartenance religieuse? Vous nous le dites au 0826 300 300 et bien sûr sur sudradio.fr. Une consultation est mise en ligne comme chaque jour. Vous laissez vos voix, oui ou non, et vos commentaires lus par Clémence. Et vous votez oui à 52%. Oui, François Fillon à la messe, un candidat à la présidentielle, a le droit d'afficher son appartenance religieuse. Et alors il y a énormément de commentaires, mais je voudrais d'abord revenir sur les tweets qui ont été très nombreux dimanche à la suite donc de la messe à laquelle a participé François Fillon, puisque justement, hasard du calendrier liturgique, le père a cité un évangile de Saint Matthieu qui avait une étrange résonance avec l'affaire Fillon. C'est moins qu'on puisse dire. Alors je vous fais une rapide citation et puis après vous pouvez continuer d'en parler. Donc l'évangile commence comme ça: accorde-toi vite avec ton adversaire pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Et puis ensuite il reprend: si nous pensons être quittes de ce que nous avons fait de mal au motif que personne ne nous a vus, nous nous trompons. Voilà, ça c'est le prêtre dans l'homélie de la messe de dimanche. Donc. Alors faut savoir quand même, pour dédouaner le prêtre, que le prêtre ne passait aucun message politique parce que c'est décidé au Vatican. Les textes d'évangile sont décidés un an avant. Donc on pouvait pas savoir que François Fillon serait à la messe à la Réunion ce dimanche-là. Les voies de Dieu sont impénétrables. Absolument. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Oui, mais le Seigneur aime bien parler en temps et en heure. Ah, c'était le 30 signes. Exactement, il aime bien parler. Mais sauf que cet évangile est beaucoup plus long. Alors, Virginie Tellen, je rappelle, vous êtes la déléguée générale de l'Avenir pour tous, auteur de L'humain plus fort que le marché, publié chez Salvatore, et auteur de la pétition Fillon tient bon. On vous écoute, vous voulez réagir. On ne nous vole pas notre vote démocratiquement, que les juges ne volent pas le vote. Vous vouliez réagir sur l'évangile? Oui, sur l'évangile, il est beaucoup plus long. Cela, c'est. Oui, mais on va pas le lire en entier. Non. On est lundi, pas dimanche. Mais c'est absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en l'occurrence, dans cet évangile, Jésus reprend un peu les 10 commandements, et notamment, il y a beaucoup de passages. Il y a celui-là, effectivement, sur le juge et sur l'argent qu'on doit rendre, mais c'est quand même la moindre des choses qu'on rende l'argent qui est normalement gagné de façon malhonnête, illégale. En l'occurrence, je tiens à rappeler que François Fillon n'est pas jugé et qu'il est présumé innocent et qu'il y a même un problème avec le parquet financier qui le poursuit et qui a eu une violation, d'après ses avocats, de l'instruction. Bon, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. On ne va pas rentrer là-dedans. Je veux simplement rappeler que dans l'Évangile, ça concernait le commandement sur le meurtre, sur l'adultère, et surtout il y avait un passage aussi très intéressant que les journalistes auraient pu aussi soulever, c'est quand il dit... Parlez dans le micro. Pardon. Quand Jésus dit, eh bien moi je vous dis, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Bon, voilà. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Et si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Or, qui insulte qui aujourd'hui à longueur de médias? Je vous pose la question. Qui est accusé avant même d'avoir été jugé? Voilà. Donc je dis que cet évangile tombe effectivement à pic, mais pas seulement pour la victime qu'on pense ou pour l'accusé qu'on pense. Daniel Keller, l'évangile tombe à pic pour François Fillon lors de cette messe. Je rappelle que vous êtes président de l'association des anciens élèves de l'ENA, vous en parlerez un peu à la fin de l'émission, et membre du Conseil économique, social et environnemental. Écoutez, je crois que l'évangile Saint Matthieu, à laquelle il est fait référence, évidemment, est un texte inépuisable. Bon, mais au cas d'espèce, il ne s'agit pas vraiment de cela. Je crois que nous sommes dans une période aujourd'hui très, très malsaine, car c'est de cela dont il s'agit. Et tout cela est très inquiétant pour l'avenir de la République. Encore une fois... Et de la démocratie. Et de la démocratie. Donc qui va tirer les marrons du feu si ce n'est tous les contempteurs de cette République qui vont dire un jour ou l'autre, finalement, ils sont tous pourris. Et je crois que c'est ça qui doit nous animer. Et il y a un combat éthique, avec un H, à conduire pour la démocratie, pour la République. Après le thé.
Oui. Éthique avec un H, je me suis posé la question au départ. Excusez-moi. Encore faut-il savoir où le placer, le H, je suis d'accord. Mais voilà, c'est ça qui est très inquiétant, parce qu'on voit bien comment le populisme, les votes extrêmes peuvent en profiter. Et malheureusement, ce qui je trouve encore particulièrement inquiétant, c'est qu'on ne sait pas de quoi les semaines qui viennent seront faites. Et ceci, mais alors j'ajoute, est-ce que je peux rebondir sur vous, cher Daniel, j'ajoute que le candidat en question, donc qui est quand même accablé médiatiquement aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on cite l'Évangile pour les gens qui disent que c'est pas laïque de montrer sa religion. Enfin bon, cet homme, il a été élu à la primaire. Alors là, on repart dans l'américanisation, mais il a été élu très largement sur un électorat qui représente quand même un très fort courant et plutôt majoritaire en France. Si on supprime ce candidat à moins de 2 mois du scrutin, comment on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Où vont aller les votes, à votre avis ? C'est un vrai problème. Un candidat au cas où des Républicains. Oui, mais enfin, vous comprenez, on va pas faire une espèce de campagne à travers quoi les médias à nouveau en moins d'un mois ou de 2 mois, alors que c'est une personne qui travaille sur son programme depuis plus de 3 ans. Moi, je suis pas filloniste, je le dis tout de suite. Je dis simplement, comme vient de le dire Daniel, que c'est un vrai problème aujourd'hui pour la mise en place du scrutin, donc de la démocratie, et au final des structures de la République. Mais je voulais poser une question à Daniel Keller, parce qu'avant la pause, vous avez parlé des racines chrétiennes de la France. Est-ce que pour vous, Daniel Keller, vous êtes un laïc pur et dur, la France a des racines chrétiennes ? C'est évident que la France a des racines chrétiennes. Enfin, tout le monde, il y en a qui disent que c'est pas vrai. Il suffit de se promener. Il y a même eu un candidat qui a dit il y a pas longtemps qu'il n'y avait pas de culture française. Attendez. Emmanuel Macron. Absolument. Laissez-moi finir. Il suffit de vous promener à travers la France, de visiter toutes les églises qui effectivement ont structuré le paysage français pour comprendre que la France a des racines chrétiennes. Mais bon, elle n'a pas que cela comme racines. L'humanisme de la Renaissance est aussi une part des racines de la culture française. Et on pourrait citer bien d'autres exemples. Et puis, il y a des apports d'autres civilisations. C'est vrai que la civilisation arabe a moins marqué peut-être la France que l'Espagne. Quand on regarde la civilisation ibérico-arabe, notamment dans le sud de l'Espagne, arabo-andalouse, dans le sud de l'Espagne. Bon, effectivement, mais je pense que une civilisation est le fruit d'un mélange, et je crois d'une diversité, mais en même temps, elle s'incarne dans un génie national. C'est-à-dire que, je vais reprendre la fameuse phrase de Marc Bloch qui disait « Quiconque ne sait pas à la fois s'émouvoir au sacre de Reims et à la fête de la Fédération ne comprend pas ce qu'est la France ». Et je crois que c'est ça la France. Et la culture française, bien entendu qu'il y a une culture française. Baudelaire, c'est la culture française. Victor Hugo. Mais voilà, on pourrait prendre de nombreux exemples. Mais cette culture n'est pas une culture figée. C'est aussi une culture qui évolue. C'est à travers cela que l'on définit l'identité d'un pays. Fernand Braudel, en son temps... Il y a une identité de la France ? Oui, justement. François Hollande disait il n'y a pas très longtemps, en 2012, qu'il n'y avait pas d'identité de la France. Relisons Fernand Braudel qui avait écrit un très beau livre sur l'identité de la France, qui est justement une identité en mouvement, une identité qui s'est construite à travers l'histoire et qui s'est faite à travers plusieurs siècles de monarchie de droit divin, qui s'est faite à travers la Révolution, qui s'est faite à travers la République. C'est ça, l'histoire de la France. Vous voulez réagir, Virginie Keller ? Mais il y a une identité de la France comme il y a une identité de chaque pays, comme il y a une identité de chaque être humain. C'est absurde de dire qu'il n'y a pas d'identité. Et pour revenir, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Hollande qui l'a dit il y a quelques années. Oui, mais il était il était plus rigolo et plus inspiré quand il était à Sciences Po, notre prof d'économie, Daniel et moi-même. Vous l'avez eu aussi comme prof, Daniel Keller ? Exactement. On s'est retrouvés comme ça. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire. Et donc, je voulais effectivement insister sur le fait que la France s'est construite autour d'un roi qui était au départ barbare, qui s'est converti au christianisme. Clovis, qu'à partir de là, il y a un régime catholique s'est mis en place, c'était la monarchie de droit divin, effectivement. Le roi, il était le chef, mais il était sacré à Reims. Et puis la Révolution est passée par là, a enlevé le roi.
Mais elle a mis quand même une sorte d'autre monarque, le monarque que pour une quinzaine d'années, hein, parce que le frère de Louis XVI, les deux frères de Louis XVI sont revenus après Louis. Après lui, on va dire que dans l'imaginaire français, la monarchie s'arrête en 1793. Mais quand le régime, la République, il va falloir attendre Mahon. 3 rois de plus. Oui, mais regardez, la République va s'installer petit à petit. Aujourd'hui, il est peu concevable de revenir à la monarchie, enfin à moins qu'il y ait vraiment un énorme bouleversement, mais voilà, on est en république et normalement démocratie. Donc, mais c'est quand même en construction par rapport à la monarchie. Je reviens moi à une de mes grandes idées, c'est aussi de dire que le droit civil, le droit des personnes, il est issu du droit canon, il est issu du droit chrétien. Pourquoi c'est ici important de s'exprimer par rapport au changement du mariage? C'est parce que le mariage, il est en France, il a été vraiment structurant après la Révolution, par Napoléon, il a été structurant de cette union qui va donner la naissance de l'homme et de la femme. C'était ça, et c'était fondateur de la famille. Les familles sont très importantes en France. Et aujourd'hui, un des débats est aussi de dire quelle est la place et le rôle des familles en France, de la famille qui a évolué. Vous voyez, dans l'évolution, on est tout à fait d'accord aussi. Et jusqu'où on met le curseur de l'évolution. Voilà. Donc ce pays est fondé sur les valeurs chrétiennes. Et puis on va parler de la laïcité. C'est Jésus-Christ qui a inventé la laïcité, qui a dit « Moi, je représente Dieu, je ne gouvernerai pas ». C'est pas à Dieu de gouverner, on n'est pas en théocratie. Et la monarchie qui a disparu montre aussi que le pouvoir vient pas de Dieu, mais il vient bien de la base des citoyens. Il vient de tous les électeurs qui sont égaux. Et on aimerait qu'il le reste. Daniel Keller, vous voulez réagir ? La République, c'est le régime dans lequel ce sont les hommes et les femmes qui font la loi à laquelle ils souhaitent obéir. Et cette loi ne vient plus d'en haut. Je crois que c'est très important. Donc c'est vrai que lorsque, par exemple, on lit, selon certains, que la loi en faveur du mariage pour tous serait l'expression de certaines formes de déviance, ou la légalisation de certaines formes de déviance, non, mais c'est quelque chose de très choquant. C'était pas le mariage dont parlait le cardinal. C'est quelque chose que je trouve de très choquant, parce qu'effectivement, je fais confiance à la souveraineté populaire. Je crois que c'est ça. Oui, encore faut-il qu'elle s'exprime. Mais Hollande l'avait mis dans son programme, le mariage pour tous. On l'a pas élu pour ça. Oui, mais il a été élu pour ça. On l'a élu contre Nicolas Sarkozy, qui n'avait justement pas rien mis dans son programme. Sarkozy, on me dit, oui, c'est pas Hollande qui a été élu, c'est Sarkozy qui a été battu, mais à l'arrivée, c'était Hollande qui était à l'Élysée. Oui. Parce que si on regarde ces 30 dernières années, on n'a jamais voté pour, on a toujours voté contre. Oui, et pour Hollande, comme pour les autres. Et là, on va même pas pouvoir voter parce qu'on n'a pas de candidat. En tout cas, on doit être conscient que la République est un modèle fragile. Et il ne faut pas, encore une fois, la soumettre à des tensions trop fortes parce que sinon elle pourrait se briser sur les récifs. Sophie, est-ce que vous êtes un modèle fragile ? Non, pourquoi ? Une femme ferme. J'ai une tête à être fragile. Aujourd'hui, particulièrement, c'est ma reprise après les vacances. Ça j'avoue que je suis un peu dans le coltard. Mais tout va bien, vous inquiétez pas. Allez, jusqu'à midi, c'est le grand référendum avec Philippe David et ses invités. Et la question que l'on vous pose, François Fillon à la messe, un candidat à la présidentielle, doit-il afficher son appartenance religieuse ? Vous nous le dites au 0826 300 300. Sud Radio. Le grand référendum, 11h, midi. Philippe David. C'est le grand référendum avec Philippe David et ses invités. Nous parlons de François Fillon qui était à la messe. Eh oui, on l'a tous vu. Un candidat à la présidentielle doit-il afficher son appartenance religieuse ? Dites-le nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Allez, lâchez-vous 0826 300 300. Tout le monde a la parole en direct sur Sud Radio. Vous répondez à la question aussi sur sudradio.fr avec Clémence qui recueille vos votes. Il y a une consultation qui est mise en ligne. Vous répondez par oui ou par non. Et bien sûr, les commentaires, Clémence. Vous votez par oui, pour le moment majoritairement à 52%. Oui, donc pour François Fillon. Et oui, en général, un candidat à la présidentielle peut afficher son appartenance religieuse. Et alors, on a beaucoup de commentaires. Je vais commencer par celui d'Erwan qui rappelle, De Gaulle, lui, il allait à la messe, pas de problème. Chirac allait à la messe, pas de problème. Et Fillon va à la messe et là, on se pose des questions. Alors, il pose lui-même la question, que sommes-nous devenus dans ce pays ? Si Fillon va à la messe, c'est son droit et la laïcité n'interdit pas d'avoir une croyance ou une pratique religieuse. Et si aujourd'hui la France entière voit François Fillon à la messe, c'est aussi que les médias lui collent aux fesses, on se permet l'expression, jusque dans son intimité religieuse et que les médias commentent à sa place en fait le fait qu'il soit allé à la messe. Et si aucun média ne le suivait, alors personne n'en parlerait et personne même ne le saurait qu'il est. Donc ce que Erwan précise encore, c'est que c'est un fait médiatique et pas un fait politique.
pour vous, Virginie Tellen. Alors vous êtes la présidente de l'Avenir pour tous, auteur du livre L'humain plus fort que le marché, publié chez Salvatore, à l'initiative de la pétition Fillon tient bon. C'est, comment a dit Erwan, c'est pas politique, c'est médiatique. C'est médiatique. Sauf qu'aujourd'hui, la politique se fait à travers les médias et à travers la propagande qui se fait dans les journaux par la répétition permanente, soit d'accusations, soit au contraire de majoration pour tel ou tel candidat. C'est très connu en ce moment. Depuis un moment même, François Fillon en est la victime. On ne peut pas le cacher. D'ailleurs, cette meute qui va le poursuivre jusqu'à l'église, c'est certainement pas voulu par son staff de communication. Daniel Keller, vous avez entendu le commentaire d'Erwan. Pour vous, c'est pas politique, c'est médiatique ? Nous vivons dans un monde où les médias, effectivement, ont pris le pouvoir. Donc c'est comme ça, les campagnes présidentielles se succèdent sans se ressembler. Donc incontestablement, tous les faits et gestes sont épiés désormais, surinterprétés. Est-ce que la démocratie y gagne en profondeur ? Est-ce que la réflexion y gagne également ? Je n'en suis pas certain, c'est évident. Et je rêve d'une situation où on pourrait prendre un peu de distance par rapport à l'écume des choses pour diagnostiquer, analyser les programmes, les idées, les convictions. C'est peut-être une utopie ou un vœu pieux compte tenu de la thématique. Pieux, le mot est bien choisi. De la discussion d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Dans l'interactivité actuelle, notamment Twitter, notamment les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, plus les chaînes d'information continue, qui sont, terrible, pour moi, c'est trop. Les chaînes d'infos en continu, c'est jusqu'à plus soif. Je vous assure qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'amis qui éteignent les chaînes d'infos continue parce qu'effectivement, il y a un effet de saturation qui est en ce moment en train de se produire, je pense, qui va sans doute avoir des effets contraires, c'est évident. Mais on est obligé de faire campagne aujourd'hui. Mais moi, j'y trouve quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que chacun peut s'exprimer tout de même. Hein. C'est vrai. Tout le monde peut réagir. Regardez, là, dans cette émission de Sud Radio, les gens le disent. Erwan, il vient de donner un commentaire, je pense qu'il est largement partagé. Je regardais notamment aussi sur Internet avant de venir un article sur Le Point qui racontait l'histoire à La Réunion de François Fillon. Les commentaires étaient extrêmement, extrêmement réactifs, dans le sens en disant ça suffit, c'est sa vie privée. Comprenez là, et d'ailleurs les accusations dont il fait l'objet aussi concernent d'une certaine façon un mélange de vie publique et de vie privée qui était jusqu'à d'argent public et de vie privée. De vie privée, de vie publique avec sa famille, oui. quand vous salariez votre famille. Oui, mais c'est argent public et vie privée, plus vie publique et vie privée. Oui, mais voilà, il s'avère que la loi républicaine permet aux parlementaires de salarier leur conjoint. Donc, dans ces conditions... Mais les hommes publics devraient aussi avoir une conscience plus aiguë d'une notion qui est très, très peu développée en France, qui est la notion de conflit d'intérêts. C'est ça. On va au standard de Sud Radio, 0826 300 300 et nous accueillons Eric qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonjour Eric, bienvenue dans le grand référendum. Oui, bonjour. Bonjour, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt les échanges que vous aviez concernant Monsieur Fillon et je trouvais la dame particulièrement généreuse à son égard. Voilà, deux choses qui me font dire ça. Bon, d'une part, je pense que nous sommes dans un pays laïque et je crois que d'afficher son obédience à une religion, quelle qu'elle soit, est aussi une recherche, comment dirais-je, aller rechercher ses concitoyens et certains qui sont plutôt de cette même obédience pour pouvoir voter pour eux, ça me semble être manifeste. Alors ensuite, qu'on aille les pieds à la messe ou pas les pieds à la messe, tout ça me semble tout à fait secondaire, mais je pense que cette démarche est très volontaire. C'est pour recueillir en fait des votes de ceux qui sont a priori catholiques et qui partagent ses convictions. Nous sommes un pays avec différentes religions, avec la vocation d'être un pays laïque. Je crois qu'un président de la République doit être au-dessus de ces différentes obédiences, en tout cas que dans la sphère privée il puisse s'afficher catholique, protestant, musulman, c'est son problème, mais lui s'est affiché catholique et je crois que ça a été aussi un des éléments de sa campagne que de s'afficher avec cette croyance. Eric, je vous pose une question et je vais faire réagir nos deux invités. François Fillon, il a reçu le soutien lors de la primaire à droite de Sens Commun. Alors Sens Commun, c'est l'émanation de la manif pour tous au sein des Républicains. Vous diriez qu'il donne des gages à Sens Commun et à l'électorat catholique ?
Je pense qu'il donne des gages à une partie de la population qui a des croyances ou une volonté particulière de voir notre famille en France, et en effet de refuser en l'occurrence le mariage gay, ce qui n'est pas mon cas. C'est faux, monsieur. Voilà. Oui, madame. Monsieur, il ne refuse pas du tout le mariage. Non, mais Sens commun était contre. Oui, mais Sens commun a changé d'avis maintenant. Il n'abroge plus le mariage homosexuel. Le seul sujet qui est en cause, c'est le changement de la filiation entre l'homme et la femme et l'enfant qu'ils élèvent. Et son acte de naissance, si vous voulez. C'est tout. Le mariage n'est pas du tout remis en cause. Non, j'entends bien. En tout cas, c'est je crois, les dernières informations qu'on a pu avoir. Enfin, ce qu'ils pensent. Je suis très au courant du mariage, mais je le conçois. Bon, ce que j'avais entendu, c'était quand même une certaine frilosité de la part de Monsieur Fillon à l'égard du mariage gay au moment des grandes manifestations, il me semble en tout cas. Il proposait une union sans filiation, mais une union égale que je porte moi à l'avenir. Ce qui était déjà le Pax. Non, c'était le Pax était inégalitaire socialement. Moi je suis un soignant et je crois que l'homosexualité, qui est une identité particulière et qui a longtemps été une souffrance. Une orientation, monsieur. Une orientation, si vous voulez, madame, une orientation sexuelle particulière, a été longtemps une souffrance parce que justement les homosexuels étaient considérés comme anormaux, rejetés par la société. Je pense que cette souffrance est moins grande à partir du moment où on met en place les moyens de leur intégration, à partir du moment où on accepte qu'ils soient comme tout un chacun. Je pense que le mariage gay est un premier pas vers ceci. Je ne suis pas moi-même ni homosexuel, voilà, je crois que c'est quelque chose de très très bien. Et ce qui me gêne, alors très sincèrement, et je voulais dire ceci, mais on l'a dit beaucoup, c'est pas en fait l'orientation religieuse de Monsieur François Fillon qui me gêne vraiment le plus aujourd'hui dans sa candidature, c'est le fait ce que je dis et ne fait surtout pas ce que je fais qui m'insupporte. C'est le fait qu'aujourd'hui, en politique, j'ai la sensation qu'il n'y a plus aucune morale, ne parlons même pas d'éthique, mais plus aucune morale, et que à partir du moment où nous avons, je sais pas, un pouvoir, eh bien nous avons la possibilité de nous octroyer des droits que l'on n'octroiera pas aux autres. La proposition, oui. Éric, je vais faire réagir je vais faire réagir nos invités à vos propos, mais Sophie veut vous parler. Éric, vous aimez les fleurs ? Allô. Éric, ça le laisse sans voix, hein, vraiment incroyable. Sophie. Éric, est-ce que vous aimez les fleurs ? Il n'était pas dans ce sujet-là. Oui, Éric, j'aime les fleurs, oui. Vous en voulez ? Ma compagne les aime plus que moi, si vous voulez. Oui. Vous allez lui offrir, grâce à Interflora et à Sud Radio, d'accord, le bouquet Je t'aime de la Saint-Valentin d'Interflora. C'est un des 5200 fleuristes créateurs Interflora qui vous livrera ce bouquet chez vous. Et c'est pour vous, voilà, pour terminer. c'est pour madame. Enfin, pour vous et pour madame, bien sûr, vous allez partager ce bouquet de fleurs, hein, puisqu'on parle d'amour. Eh ben, parfait. On vous embrasse. Merci Au revoir, Éric. beaucoup, Éric. On va faire réagir Virginie Tellen. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Éric ? Il donne des gages à une partie de son électorat, Sens commun, notamment la Manif pour tous. La Manif pour tous, oui, ils ont fait de l'entrisme via Sens commun chez les Républicains. Écoutez, soyons clairs. Aujourd'hui, la Manif ou Sens commun, c'est 9000 adhérents. La Manif a réuni encore quelques personnes, enfin, bon, pas mal, mais pas tant que ça au Trocadéro. Je veux dire, on va pas si il faut compter sur ce nombre de voix, ça sera pas suffisant, je peux vous assurer. Maintenant, plus important ce que disait Éric sur le fait que les hommes de pouvoir en abusent. Je cite personne, mais il est évident qu'aujourd'hui, si vous voulez de l'éthique au pouvoir, il va falloir changer des choses, c'est absolument certain, et qu'il faut revoir les structures. Mais vous savez, s'ils veulent autant de pouvoir, c'est parce que effectivement, ça apporte beaucoup d'avantages et qu'on peut être amené à en abuser. Daniel Keller, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Éric quand il dit qu'il donne des gages à une partie de son électorat ? François Fillon, encore une fois, mène la campagne qu'il veut. Moi, ça ne me choque pas qu'il cherche à rassembler son électorat. C'est ce que fait tout candidat à l'élection présidentielle. Parce que le but, c'est bien d'être élu, on est d'accord. Mais encore une fois, ce que l'on doit maintenant rechercher, et les médias ont un rôle à jouer là-dessus, c'est quels sont les programmes, quelles sont les idées, et au cas particulier, quelle conception de la laïcité François Fillon pourrait développer s'il était élu président de la République. Ça m'intéresse de le savoir, et je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir. Et voilà, ça fait partie des sujets qui
devront être développés dans les semaines qui viennent. Sur le programme d'ailleurs, je tiens à dire qu'il ne mélange pas ses opinions personnelles religieuses, notamment sur la loi d'avortement, il ne revient pas dessus, sur la loi de mariage, il ne revient pas dessus. Donc il ne faut pas faire de faux procès, de mauvais procès. Par ailleurs, il est cohérent sur le fond de son programme, alors que d'autres n'ont pas de programme. Le programme de M. Macron, il n'y en a pas, mais sauf qu'il est avec M. Berger, c'est la GPA. Donc on le sait, et la différence, alors, c'est que M. Fillon, c'est l'affiliation, ce qui reste cohérent avec son électorat. Alors avant d'aller faire le point sur sudradio.fr, vous voulez chacun parler d'une chose. On va commencer avec vous, Daniel Keller. Vous voulez parler de votre association que vous venez de, enfin, l'association dont vous venez de devenir le président, l'association des anciens élèves de l'ENA, l'École nationale d'administration. Oui, parce que l'ENA est, je dirais, un produit de ce renouveau français après la guerre, après la honte de l'État de Vichy. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ENA est victime un peu bouc émissaire d'un ras-le-bol généralisé, et c'est un travail que nous devons entreprendre de réhabiliter l'image de cette école, parce qu'encore une fois, elle est un outil indispensable au service de la République, au service de l'intérêt général, et je ne me satisfais pas de voir tout ce qui se dit trop souvent dans les médias au sujet de l'École nationale d'administration. Voilà, ce n'est pas par intérêt corporatiste, mais il y a, je pense, aujourd'hui une vérité à rétablir. Et vous êtes donc le nouveau président de l'association des anciens élèves. Et vous, Virginie, vous voulez faire la pub d'une conférence que vous allez organiser, à laquelle vous allez participer? Sans être dans aucune école, mais ce soir je serai à Lyon à 20h30 à la paroisse de la Rédemption, pour rappeler qu'effectivement, il y a un débat de fond à mener, et j'invite tous les gens non chrétiens à venir nous écouter, 17 rue Godefroy à Lyon dans le 6e. Merci beaucoup Virginie Tellen, merci beaucoup Daniel Keller. Merci à Clémence qui a surveillé sudradio.fr. La réponse à cette question, je vous la rappelle, du grand référendum, François Fillon à la Metz, un candidat à la présidentielle, doit-il afficher son appartenance ?